Eti-Live, le podcast de la compliance. Une émission animée par William Feugère. Merci beaucoup pour votre présence. C'est la deuxième réunion de la commission compliance cette année. On a introduit un cycle à un rythme mensuel qu'on a appelé les matinées ardentes de la compliance. Un cycle mensuel sur les différents sujets de la compliance. On a commencé le mois dernier, le 25 mars, par une conférence, un webinaire sur, alors j'entends les bruits de fond, sur la compliance et les fusions-acquisitions. On avait prévu de l'enregistrer et malheureusement, il y a eu un problème technique, donc ça n'a pas été enregistré. En revanche, on a diffusé les slides aux personnes qui étaient présentes. Si ça intéresse certains d'entre vous qui n'étaient pas présents à cette réunion, parce que je crois qu'une autre était organisée malheureusement par l'ordre au même moment sur les fusions-acquisitions, vous pouvez les demander à l'ordre au bureau des formations continues ou des commissions ouvertes et ils pourront vous l'envoyer. La prochaine réunion aura lieu le 20 mai à 8h30 également et elle portera, le titre n'est pas fixé, mais on va vous parler de l'actualité de l'Agence française anticorruption et notamment des recommandations de l'Agence française anticorruption. Alors, toujours dans l'actualité, je vous précise que nous avons organisé, alors ce n'est pas dans le cadre de l'ordre, mais c'est le même petit groupe que vous voyez ce matin devant vous. Nous avons organisé une réunion, un webinaire avec deux représentants de l'Agence française anticorruption. C'est dans le cadre de l'AFJE, l'Association française des juristes d'entreprise, et de l'ACE, l'Association des avocats conseils d'entreprise. Et donc, je crois que c'est à partir de 10h, webinaire où vous pourrez échanger avec Madame Goutard-Chamou, qui est sous-directrice en charge du conseil, et Monsieur Salvatore Erba, qui est sous-directeur en charge du contrôle de l'AFA, qui nous feront part du bilan de l'activité de l'AFA de l'année dernière, et puis répondront aussi peut-être sur des perspectives et questions un peu plus générales. Voilà, c'était l'introduction que je voulais vous faire pour ces petites annonces de calendrier. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la compliance et des conflits d'intérêts. Donc, nous allons intervenir à 4. Il y aura, je passe à la slide, je les ai présentés la dernière fois, mais tout le monde n'était peut-être pas là. Dominique Dedieu et Maria Lancry, qui sont avocates et coprésidentes par ailleurs de la commission compliance de l'Association des avocats conseils d'entreprise, et Jean-Yves Trochon, avocat qui est ancien vice-président, c'est ça, de l'AFJE, et co-animateur du groupe de travail de l'AFJE sur la compliance. Donc, trois éminents spécialistes de la matière qui constituent maintenant le bureau de la commission ouverte compliance éthique des affaires, ce qui est un bonheur pour moi. Voilà, je laisse la parole, je crois que c'est Jean-Yves qui va commencer. On va vous parler des conflits d'intérêts et Jean-Yves va commencer sur la notion de conflit d'intérêts. Merci William. Alors, je vais juste faire une petite correction à ce que tu as dit. Je crois que c'est à 14h30 demain la réunion que nous avons, la conférence, le webinaire que nous avons avec l'AFA, et non pas 10h. D'accord, je ne me connecterai pas à 10h, il faut que je fasse attention. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, cette question de ce sujet concernant les conflits d'intérêts est un sujet qui est de plus en plus actuel, de plus en plus actuel parce qu'effectivement, on a observé au cours des dernières années, peut-être même des dernières décennies, un certain nombre d'affaires, même de scandales qui étaient liés à des problématiques de conflits d'intérêts mal identifiés, mal gérés. Donc aujourd'hui, c'est une matière qui devient en fait une matière à part entière. On ne va pas parler du droit des conflits d'intérêts quand même, mais c'est vrai qu'on va trouver… on est un peu à la confluence des sujets de droit des sociétés, des sujets du droit de la compliance, puisque droit de la compliance il y a maintenant, puisqu'on a même un code de la compliance,
Évidemment, on va trouver des sujets qui sont en lien avec le droit pénal, on y reviendra longuement avec William tout à l'heure, et puis des thématiques plus spécifiques au droit financier, au droit de la santé, et j'en oublie probablement, et droit du travail aussi, je voulais aussi le mentionner. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui qui n'est plus que l'apanage, qui n'est plus uniquement l'apanage du secteur public, puisqu'on a commencé avec le secteur public, hein, comme on va le voir, mais aujourd'hui, les entreprises elles-mêmes s'approprient cette problématique des conflits d'intérêts de plus en plus, en lien notamment avec le droit avec la loi Sapin 2 en particulier, mais pas uniquement. Voilà. Si tu peux avancer, William, je te remercie. Voilà. Alors, je voulais dire aussi en introduction que les quelques slides et les quelques propos empruntent aussi à un ouvrage qui a été publié en 2016 aux éditions LexisNexis, que j'ai co-rédigé avec donc Charles-Henri Boringer, Thomas Baudesson, et puis Luc Atlan et Jean-Charles Savouré. Voilà. Je voulais dire qu'un certain nombre de choses, effectivement, de ce qu'on dira ici, sont empruntées à cet ouvrage, et donc je rends un hommage appuyé à mes co-auteurs. Voilà. Alors, alors, qu'est-ce que c'est un conflit d'intérêts? D'abord, effectivement, pour qu'il y ait conflit d'intérêts, il faut qu'il y ait conflit. Les conflits, c'est bien tout simplement une opposition de vue, une opposition d'intérêts, une mésentente, hein, ou une situation critique de désaccord qui peut générer un litige ou un procès, autrement dit un conflit. L'intérêt, c'est ce qui est pris en considération par une personne, que ce soit une personne physique ou une personne morale, mais c'est en tout cas ce qui va motiver son acte, qui est susceptible de motiver son acte, hein. Donc l'intérêt peut être direct, peut être indirect, peut être économique, mais il peut aussi être non économique, c'est-à-dire éventuellement de l'ordre de l'affectif ou même honorifique, puisqu'on se souvient par exemple du scandale des décorations, du trafic des décorations au 19e siècle, qui était déjà en lui-même effectivement un conflit d'intérêt majeur dans la sphère publique. Voilà. Donc cet intérêt peut être aussi réel, mais il peut aussi être potentiel, c'est-à-dire non consommé, hein, d'une certaine manière. Il est aussi important que cet intérêt soit significatif, c'est-à-dire qu'il ait une véritable valeur, si je puis dire, puisque il faut que cet intérêt soit de nature à pouvoir exercer une influence sur la décision ou les choix de l'individu. Donc, le conflit d'intérêts, c'est donc cette situation dans laquelle une personne va se trouver, qu'il ait une mission d'intérêt général ou qu'il soit salarié, qu'il soit en fait une personne dans le monde de l'entreprise, et ce, à tous les niveaux de la chaîne hiérarchique, dont les intérêts personnels sont donc incompatibles avec les exigences de la fonction qu'elle occupe. Alors, on cite par exemple le conflit d'intérêts susceptible de nuire à l'indépendance d'un médecin, mais on va évidemment penser à tout un tas d'autres situations sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, comme par exemple, évidemment, les avocats, puisque les conflits d'intérêts, profession d'avocat sont effectivement bien connus et bien réglementés. Mais comme je le disais aussi, nous, dans l'ouvrage qu'on a publié, que je mentionnais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a essayé de s'intéresser surtout finalement aux conflits d'intérêts dans le monde de l'entreprise. Voilà. Alors, on a des conflits d'intérêts, donc d'abord dans le secteur public, et là, on a une définition légale. C'est probablement la seule, la seule définition générale qui existe, hein, qui est donc celle tirée de l'article 2 de la loi de 2013-907, qui est la loi Sapin 1, si je ne dis pas de bêtises, hein, qui donc définit le conflit d'intérêts dans le monde public comme un conflit d'intérêts, comme toute situation d'interférence, hein, entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, qui est susceptible, hein, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Alors, ce qui est important dans cette définition, c'est cette notion d'interférence entre un intérêt public et
un intérêt privé. Bon, ça, on comprend. Effectivement, une personne qui est agent public, au sens de la définition de l'OCDE, donc qui est fonctionnaire, on va dire, et qui, effectivement, a par ailleurs des intérêts privés. Donc ça, c'est une situation évidemment assez, je dirais, assez classique et assez banale, puisque c'est finalement de l'ordre de la vraie vie. Et on a aussi cette situation donc, qui est définie par la loi de 2013, qui définit donc le conflit d'intérêts comme une interférence entre un intérêt public et un autre intérêt public. Et on sait que, effectivement, un certain nombre de fonctionnaires peuvent avoir différentes fonctions, différents mandats. Et donc ça, c'est probablement quelque chose qui est plus difficile d'ailleurs à gérer pour ces personnes. Voilà. Donc ça, c'est la définition qu'on a tirée de la loi 2013. Alors, dans le secteur privé, on n'a pas de définition légale en tant que telle, disons que c'est une définition générale. On a, par exemple, dans le code pénal, c'est pas un délit. Le conflit d'intérêt n'est pas un délit. Il peut le devenir, et on le verra tout à l'heure avec William, dans la mesure effectivement où il conduit éventuellement à des infractions délictuelles sur lesquelles on reviendra tout à l'heure. Le conflit d'intérêts en lui-même, et c'est aussi ce qu'on a essayé de faire, on va y revenir tout à l'heure, c'est essayer de donner un peu les éléments d'une définition de ce que c'est qu'un intérêt, un conflit d'intérêts dans le privé. Mais bon, ici, on a un certain nombre d'auteurs qui ont écrit donc en doctrine, hein, et donc on peut donner une définition assez simple ici, qui est que le conflit d'intérêts, où il y a conflit d'intérêts lorsqu'une personne a un intérêt privé, de nature à influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif au sein d'une organisation, privée ou publique. En réalité, là, je pense qu'il faut retenir effectivement l'organisation privée, puisque là, on est plus dans le monde de l'entreprise. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'il n'y a pas effectivement de définition générale effectivement du conflit d'intérêts qui s'appliquerait, disons, obligatory, mais il y a des définitions qui existent dans le Code monétaire et financier, dans le code dans le code de la santé, et d'autres sur lesquels on reviendra, donc qui régissent effectivement ces conflits d'intérêts, disons, professionnels. Voilà. Alors, il y a effectivement, et donc c'est le troisième point, des définitions spécifiques dans le Code monétaire et financier. On a effectivement les professions d'avocat, j'en ai parlé, sur médicale, hein, ou encore les règles d'indépendance dans les cabinets d'audit et de conseil, et donc le conflit d'intérêts des experts comptables, hein, ou des commissaires aux comptes est particulièrement réglementé, et fait l'objet donc d'ailleurs d'une attention toute particulière par ces cabinets, dans la mesure où certains d'entre vous connaissent peut-être assez bien la manière dont les conflits d'intérêts sont traités notamment chez les Big Four. Et c'est effectivement un sujet qui est un sujet extrêmement important, qu'on appelle effectivement les règles d'indépendance. Et puis, on a aussi les DPO ou les RSSI. Voilà. Donc, il y a de nombreuses professions, effectivement, qui régissent ces conflits d'intérêts personnels. Voilà. Alors, la suite. Donc, si on va à la slide suivante, ça, c'est un petit récapitulatif de l'évolution, finalement, de la prise de conscience de l'importance des conflits d'intérêts alors dans la vie publique, puisque en fait c'est d'abord le rapport Sauvé, puis on a eu un rapport Jospin en 2012, on a cette loi que j'évoquais tout à l'heure, la loi de 2013, qui donne effectivement une définition du conflit d'intérêts dans la vie publique. On a une loi d'avril 2016 qui donc définit le conflit d'intérêts au sein des règles déontologiques des fonctionnaires. Donc, c'est une loi qui est de 2016. Oui, voilà. Et puis, on a la loi Sapin 2. Alors, la loi Sapin 2, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est dans le deuxième volet de la loi, et non pas celui qu'on connaît plus traditionnellement, qui est donc le volet dit transparence. Hein, précision, on corrigera, hein, c'est la loi de décembre 2016. On corrigera. Oui, oui, absolument.
Et donc, il crée ce registre des représentants d'intérêt. Alors, on a décidé de ne pas consacrer trop de temps au cours de cette session à ce volet qui est un volet en soi, qui est un sujet qui est en fait très important pour les entreprises qui sont concernées, puisque vous savez que toutes les entreprises doivent tenir un registre, une comptabilité, si je puis dire, des actions de représentation d'intérêt telles sont définies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et donc mentionner, inscrire sur ce répertoire numérique donc, qui est consultable sur le site de la HATVP toutes les actions de représentation d'intérêt selon certaines limites, puisqu'il faut qu'il y ait au moins 10 actions de représentation d'intérêt. Et la notion de représentation d'intérêt est elle-même fait l'objet de lignes directrices de la HATVP, qui sont des lignes directrices très, très, très précises, hein, si je puis dire. Donc voilà, mais ça, c'est véritablement un sujet de lobbying, un sujet de conflit d'intérêt qui est effectivement au cœur de la loi Sapin 2 dans son titre 2. Et puis, pour le titre 1, on n'a pas aujourd'hui de guide de l'AFA. Il se trouve que pour préparer la conférence dont nous parlions tout à l'heure, la conférence de demain avec l'AFA, nous avons encore interrogé hier les représentants de l'AFA qui nous ont dit travailler ardemment. En fait, c'est ce qu'ils nous disaient il y a 3 ans, mais donc ça viendra probablement à un moment ou à un autre, sur un guide qui sera un véritable guide des conflits d'intérêts. Mais aujourd'hui, on a uniquement un document PowerPoint qui est sur le site de l'AFA de décembre 2018, qui donne quelques indications, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est un guide. En tout cas, c'est encore assez sommaire. Voilà. Alors, donc la slide suivante. Oui, donc j'évoque, oui, pour être un peu plus complet, si vous allez sur le site de Transparence Internationale, vous devriez trouver encore le guide pratique des conflits d'intérêts d'entreprise, qui, je crois, enfin là, je parle du contrôle de Marie, hein, je ne sais pas si, mais je crois qu'il est maintenant relativement ancien, à ma connaissance. Il a 2-3 ans, mais il est intéressant. Il présente des exemples de situations de conflit d'intérêt. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. D'accord, d'accord. Vous avez effectivement l'Institut français des administrateurs qui effectivement a publié un document qui s'appelle les conflits d'intérêts entre l'administrateur et sa société. Et là, on en parlera donc abondamment. Ce sera Dominique de Dieu qui en parlera à l'occasion du jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 novembre 2020, qui est un jugement particulièrement intéressant. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, vous avez aussi le MEDEF qui a publié un guide qui était intéressant, mais à ma connaissance, il n'a pas été mis à jour depuis 2011. Les lignes directrices d'ICC de la Chambre de commerce internationale qui effectivement sont assez intéressantes, qui datent de 2018. Et puis dans le guide, évidemment, de la FEP-MEDEF, vous retrouvez effectivement toutes les règles de gouvernance, hein, donc, qui sont liées à la prévention des conflits d'intérêts. Mais là encore, on se situe dans le cadre des conflits d'intérêts des administrateurs, sur lesquels on reviendra. Alors, donc, quelques mots avant de laisser la parole pour voilà, définir, pour synthétiser un petit peu le travail ou la réflexion que vous avez faite dans le cadre de cet ouvrage de 2016 maintenant, donc, que j'évoquais tout à l'heure. Le conflit d'intérêts, on peut le définir comme une situation qui met en lumière le respect de 4 principes fondamentaux que sont le devoir de loyauté, le devoir de transparence, l'indépendance et l'intérêt social. Alors, autrement dit, alors je me place là pour le coup résolument dans le cadre du monde de l'entreprise, lorsqu'un dirigeant ou un salarié se trouve dans une situation où il n'est pas en mesure de respecter l'un de ces 4 principes juridiques, dans le cas d'une situation de conflit d'intérêt, alors effectivement, ce conflit d'intérêt est susceptible de devenir véritablement problématique. Alors, quels sont ces principes? Le premier, c'est le devoir de loyauté. Donc ça, c'est un principe bien connu. Donc, un salarié ou un dirigeant a un devoir de loyauté vis-à-vis de son entreprise, de l'entreprise qu'il emploie ou qu'il représente, hein. Donc, cette loyauté se manifeste d'abord négativement, c'est-à-dire qu'elle impose
de ne pas trahir, de ne pas dissimuler, de ne pas faire preuve de duplicité. Et elle s'entend aussi positivement, en ce sens qu'elle impose des actes positifs envers le bénéficiaire, et notamment la fourniture d'informations, voire de conseils. Voilà. C'est la contrepartie, effectivement, de l'avantage que retire le salarié, qui est effectivement la rémunération donc, dans le cadre de son contrat de travail. Deuxième principe, c'est la transparence. Jean-Yves, si je peux t'interrompre 3 secondes. Oui. C'est que ce principe de loyauté, on oublie souvent, pour ceux comme moi qui ne font pas de droit du travail toute la journée, que c'est une clause à part entière dans tous les contrats de travail que personne ne lit jamais. Et c'est autre chose que la clause de confidentialité. Et finalement, parfois, eh bien, quand on a une situation compliquée avec un salarié, on peut se fonder sur cette obligation de loyauté pour mettre en œuvre des sanctions et éventuellement un licenciement. Oui, tout à fait. Oui, il y a beaucoup de jurisprudence là-dessus, ouais, clairement. Alors, la deuxième chose, c'est la transparence. Prévenir les conflits d'intérêts, c'est d'abord les révéler. Et cette notion de révélation est au cœur des programmes de compliance en matière de conflits d'intérêts. Si la société et les actionnaires sont avertis du conflit d'intérêts potentiel ou avéré, elles pourront effectivement agir et réagir en toute connaissance de cause en prenant, en fait, en acceptant ou non l'avantage reçu par l'un d'entre eux. En fait, c'est pas… on peut le dire autrement, on peut dire effectivement en prenant les décisions qui sont les décisions nécessaires pour s'assurer que la situation de conflit d'intérêts n'est pas une situation qui va porter préjudice à l'entreprise. Voilà. Alors, le troisième principe, c'est l'indépendance. C'est-à-dire que l'indépendance, elle suppose que toute personne qui est en charge de prendre soin d'un intérêt, donc c'est-à-dire en fait en l'occurrence donc tout salarié, puisque je vais rester sur le salarié. Le salarié doit agir de manière indépendante dans le cadre de ses fonctions. Vous savez, c'est tout le débat que vous connaissez tous par cœur. Si je fais une référence, par exemple, ou un clin d'œil au débat qu'il peut y avoir sur l'avocat en entreprise, l'un des griefs principaux qui est fait à ce principe, c'est qu'un avocat, en fait, un salarié ne peut pas être indépendant. Voilà. Alors, il ne peut pas être indépendant, par conséquent, il ne pourrait pas exercer une profession d'avocat. Donc, je ne vais pas revenir sur ce débat, mais je pense que tout le monde le connaît. Cette notion d'indépendance, elle est un peu plus… disons, elle est très complexe, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes qui sont très indépendantes en réalité en tant que salariés, et finalement, c'est ce qu'on leur demande. Le pire dans une société, ce sont des gens qui en fait, ne sont pas en mesure, certes, sont loyaux. Donc, être loyal, ça veut dire effectivement être obéissant d'une certaine manière, donc respecter les instructions qui sont les instructions d'entreprise, mais être capable de faire preuve de la faculté de jugement nécessaire, donc l'indépendance d'esprit pour pouvoir effectivement assumer au mieux des intérêts de l'entreprise ses fonctions. Voilà. Et le quatrième donc, principe, c'est l'intérêt social. En aucun cas, une décision ne doit pouvoir être prise dès lors qu'elle contreviendrait à l'intérêt de la société. Donc, ces principes mis bout à bout, effectivement, constituent en fait des éléments du discernement nécessaire pour le salarié, le dirigeant, et on peut étendre évidemment à d'autres fonctions, lorsqu'il est placé dans une situation de conflit d'intérêts potentiel et qu'il doit arbitrer entre une décision qu'il doit prendre au nom de l'entreprise et un intérêt qu'il pourrait avoir, un intérêt personnel qu'il pourrait avoir par ailleurs dans le cadre de relations qu'il a en dehors de l'entreprise. Ça peut être des relations familiales, ça peut être tout autre type amical, ça peut être tout autre type de relations qui peuvent influer sur la manière dont il exercerait finalement donc ses fonctions à la lumière de ces quatre principes. Voilà. Donc, alors il y a une question, on peut prendre la question tout de suite, oui.
Alors, c'est un peu compliqué de donner la main comme ça. C'est poser la question par écrit parce qu'on n'a pas de… Ça va être compliqué, on est nombreux. Poser la question par écrit sera peut-être plus simple. Ok, On a le chat qui permet de poser les questions. ok. Donc effectivement, on fait comme ça. Donc, je vais donc passer la parole à William, après avoir rappelé que le risque de conflit lui-même n'est pas sanctionnable, ça je l'ai dit, on est tous en conflit d'intérêts. Plus on monte dans la hiérarchie d'une entreprise ou d'une organisation, plus les conflits d'intérêts existent, hein. Donc il ne s'agit pas de considérer que le conflit d'intérêts en soi est problématique. Ce qui est problématique, effectivement, c'est le fait de ne pas révéler et de ne pas gérer une situation de conflit d'intérêts qui pourrait effectivement éventuellement devenir une infraction. Soit, alors effectivement, infraction à l'obligation, alors contrariété avec l'obligation de loyauté, ça peut être éventuellement une action de concurrence déloyale, hein. Ça peut être un acte de corruption, ça peut être donc trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, favoritisme, abus de biens sociaux des initiés, etc. Et c'est là où je vais passer la parole à William, je crois. Oui, c'est à moi de vous parler du côté le plus sympathique du sujet, puisque je vais vous dire quelques mots sur le pénal. Mais si, Maria, c'est très sympa. On va faire une sorte d'aller-retour, en fait. C'est-à-dire qu'on vous a parlé des définitions, je vais vous parler du pénal. Donc, c'est un peu entre la définition et la sanction. C'est très sanction, mais c'est un peu définition. Ensuite, on va voir comment prévenir ces questions-là, comment s'organiser. Et puis, on reviendra aussi à d'autres sanctions, à d'autres jurisprudences avec Dominique. Donc, il y a une sorte d'aller-retour sur les sanctions, mais qui est intéressant pour appréhender la notion de conflit d'intérêt. Comme l'a dit très justement Jean-Yves, il n'y a pas tellement de définition légale. En fait, il y en a une dans la loi Sapin 1 de 2013, mais il y en a quand même par le droit pénal. Le droit pénal va apporter une sorte de définition un peu en creux, on pourrait dire, puisqu'il y a des délits qui existent et ces délits vont sanctionner en réalité les conflits d'intérêts. Ça avait été un sujet de discussion au moment de la publication des premières recommandations de l'Agence française anticorruption, qui parlait de conflits d'intérêts. Et certains s'étaient étonnés au tout début de cette question en disant mais ils ne sont pas là pour ce sujet-là. En fait, si quand même, puisque le conflit d'intérêts il est au cœur de la notion de corruption. La corruption, qu'est-ce que c'est? On vous a remis la définition légale. On vous a mis la définition d'ailleurs qu'il faudrait, je ne suis pas sûr qu'elle soit tout à fait actualisée. Et il faut que vous avez plusieurs articles dans le code pénal. Vous en avez une qui est sur la corruption publique active, sur la corruption publique passive, et puis une autre dans la corruption privée. Là, les peines qui apparaissent, ce sont les peines sur la corruption privée. Si on est sur le terrain public, on est à 10 ans et 1 million d'euros d'amende, donc ce n'est pas la même paire de manches. Dès qu'on est sur le terrain du droit public et des agents publics, c'est un peu plus lourd. On est dans le conflit d'intérêts de manière évidente, puisqu'on a une personne qui va accepter un don, un présent. Là, on est dans la corruption passive, il accepte, c'est le corrompu, accepte un don ou un présent en vue de faire un abus de sa fonction, de prendre une décision qu'il n'aurait pas dû prendre. Et donc, il va privilégier son intérêt personnel aux dépens de l'intérêt public, aux dépens de la charge qui lui a été confiée, si on est dans la corruption publique. Mais on a exactement la même chose pour la corruption privée, aux dépens, dans ce cas-là, comme l'a évoqué d'ailleurs Jean-Yves, aux dépens de l'intérêt social de l'entreprise, de l'intérêt de l'entreprise. On a favorisé un intérêt personnel. On est au cœur de cette notion de conflit d'intérêt. Et c'est la même chose du côté du corrompu, puisque le corrompu va privilégier lui aussi son intérêt personnel aux dépens de l'intérêt de la victime, qui sera soit une entreprise privée, soit une entité publique avec la corruption publique et l'intérêt général qui est sous-jacent. Alors, on a des exemples qui sont extrêmement variés, et plus on a la mise en œuvre de procédures de prévention de la corruption dans les entreprises grâce à la loi Sapin 2, plus on en découvre en réalité. La corruption était une infraction très peu
est une infraction très peu poursuivie parce qu'elle présente des difficultés en termes de, je reviendrai dessus quand je parlerai de l'abus de biens social, elle présente des difficultés en termes de prescription et c'est une infraction instantanée, c'est-à-dire que le point de départ de la prescription, c'est le jour du pacte et de l'acte de corruption. Et donc, quand on la découvre, c'est souvent trop tard. Alors, on n'est plus avec un délai de prescription de 3 ans. Vous savez que pour les délits, ça a été étendu à 6. Mais néanmoins, 6 ans, c'est déjà souvent trop tard, ce qui explique qu'on ait très peu de cas de corruption publique en réalité devant les tribunaux et qu'on ait été pointé du doigt par les institutions internationales, notamment l'OCDE, qui a plusieurs reprises, à chaque fois qu'elle a pu contrôler la France, a relevé le faible nombre de condamnations et a considéré que la France n'était pas à la hauteur de ses engagements internationaux. Oui, mais c'est parce que le droit pénal ne le facilite pas et parce qu'on est dans une infraction dissimulée très délicate à déceler et très délicate à prouver. C'est pour ça qu'on va utiliser d'autres infractions comme l'ABS pour sanctionner. Mais maintenant qu'on met en place les dispositifs de prévention, on commence à déceler parce que ces dispositifs, ils ont comme vocation de prévenir, mais aussi de détecter et de révéler. Et on se rend compte que l'entreprise a pu obtenir des marchés par l'octroi de cadeaux aux acheteurs d'un client et qu'on trouve sous des formes extrêmement variées. On a des bons cadeaux, on va avoir des invitations, je vois assez régulièrement des invitations dans des stades de foot, avec, alors peut-être moins à la mode en période de Covid, mais des loges dans les stades de football, soit très prestigieux, soit un peu plus locaux, mais peu importe, c'est à proportion du marché qu'on aura obtenu et c'est en proximité de la clientèle. Des loges pour assister à des tournois internationaux de tennis qui pourraient se situer en lisière de Paris, en général au printemps, au début d'été, et ainsi de suite. On a des vacances, c'est un peu plus rare maintenant, mais ça arrive encore, des vacances qui sont offertes aux dirigeants d'une entreprise cliente, ou à l'inverse, ça va être une société qui veut travailler avec une autre et qui va essayer de corrompre un acheteur, qui va essayer de corrompre l'acheteur de la société, et la société victime, c'est la société qui emploie l'acheteur. Donc, on a cette difficulté qu'on découvre de plus en plus partie, et puis on a des cas de corruption qui vont être liés avec des personnes publiques, comme je l'évoquais, où on va faire des cadeaux, non pas aux salariés d'une entreprise privée, mais à des agents publics. Et comme je le disais, c'est le double. Donc, ce n'est pas anodin, c'est le double qui est encouru, 10 ans d'emprisonnement, 1 million d'euros d'amende. Ça peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, donc c'est encore plus gros. Le produit tiré de l'infraction, ce n'est pas le montant du cadeau, c'est évidemment le montant du marché. Donc, on est dans des niveaux qui peuvent être extrêmement élevés, quand bien même les cadeaux sont peu importants. Et je précise cela parce que je vois régulièrement, lorsque je fais des enquêtes en entreprise sur des cas de corruption, on auditionne des salariés et je vois cette tendance de salariés qui sont conscients que ça n'est pas légal, qui ont pu être formés d'ailleurs à la lutte contre la corruption précédemment, mais quand bien même ils n'auraient pas été formés, ils sont conscients que ce n'est pas forcément légal. Mais ils peuvent avoir une tendance à relativiser en disant « mais le cadeau n'est pas élevé ». Qu'est-ce que c'est qu'une invitation à participer à des manifestations sportives, c'est quelques milliers d'euros, ça n'est pas important. Oui, mais le marché est important. Donc, ce n'est pas le montant du cadeau qu'il faut regarder. D'abord, il y a une question de principe pour les autorités, mais surtout, les autorités apprécieront l'opportunité des poursuites en fonction du montant du marché, moins que du montant du cadeau. Donc, c'est très important d'avoir cela à l'esprit. Alors, autre infraction, c'est le trafic d'influence. C'est la même chose que la corruption, je serai plus bref. C'est-à-dire qu'au lieu d'agir directement auprès de l'agent public qui prend la décision, on va agir auprès d'un autre qui va influencer le décideur. Mais c'est sinon la même chose. Cette personne va abuser de son influence et va donc léser l'intérêt public. Là, ça n'existe qu'en matière publique, ça n'existe pas dans le secteur privé. Le favoritisme est aussi dans cette même idée, puisqu'on a un code des marchés publics qui est là pour 2 raisons. La première raison, c'est de s'assurer que la dépense publique soit faite dans des conditions de transparence
et de meilleurs coûts ou de meilleure qualité selon les critères pour les entités publiques, pour les personnes publiques. Là, on est encore une fois dans le secteur public. Et puis, deuxième raison de l'existence de ce délit, c'est aussi de s'assurer d'une libre concurrence et de ne pas favoriser une entreprise plutôt qu'une autre. Les deux sont liés en réalité. Le favoritisme, c'est une infraction matérielle. Il suffit de ne pas respecter le code de la commande publique pour commettre le délit de favoritisme. Et cette violation du code va être une violation des intérêts qui sont protégés par ce délit. Les personnes privées, les entités privées pouvant être poursuivies pour complicité ou pour recel. L'abus de bien social, j'en ai parlé un peu, il a un double intérêt. Il est là pour s'assurer évidemment de la protection de l'intérêt de l'entreprise contre des violations qui seraient commises par leurs dirigeants, par ses dirigeants. Ça, c'est la première raison d'être. Donc, on est en plein dans le conflit d'intérêts. On a un dirigeant qui va favoriser son intérêt personnel. De toute manière, il y a une variété des abus de biens sociaux. D'ailleurs, en réalité, il y a 4 infractions en une. C'est l'abus des biens, c'est l'abus du crédit, c'est l'abus du pouvoir que peut avoir le dirigeant de l'entreprise, l'abus du pouvoir ou des voies. Ce sont 4 infractions en une, mais avec la même idée. Le dirigeant a dépassé le cadre de ses fonctions, a utilisé ses fonctions à des fins personnelles. De toute manière possible et imaginable. Ça va être la prise en charge d'une dépense personnelle par l'entreprise. Ce peut être des dîners ou des dîners dans des très grands restaurants aux frais de l'entreprise qui ne sont pas dans l'intérêt de l'entreprise. Ce peut être une rémunération excessive par rapport aux capacités de trésorerie. Si l'entreprise a moins de moyens, la rémunération doit être réévaluée, et ainsi de suite. C'est aussi, l'abus de bien social, le moyen pour les autorités de poursuite de sanctionner la corruption, puisque dès lors qu'on aura utilisé les fonds d'une entreprise pour commettre un acte de corruption, on aura porté atteinte aux intérêts de cette entreprise. La jurisprudence selon laquelle l'obtention d'un marché grâce à la corruption pourrait être dans l'intérêt de l'entreprise a été abolie il y a 25 ou 30 ans. La jurisprudence est constante maintenant. Il est toujours contraire à l'intérêt de l'entreprise d'avoir commis une infraction. Donc, c'est toujours un abus de bien social que d'avoir utilisé les fonds de l'entreprise pour commettre une infraction et pour commettre, en l'occurrence, une corruption, mais toute infraction entre dans le cadre de cette jurisprudence. Donc, c'est un excellent moyen de poursuivre ceux qui ne pourraient pas être poursuivis puisque le point de départ de l'abus de bien social et du délai de prescription est décalé. La durée de la prescription est aussi un peu plus longue. Donc, on a des facultés de poursuite beaucoup plus intéressantes pour les autorités de poursuite, ce qui donne des dossiers pour les avocats aussi. Donc, c'est aussi intéressant pour nous intellectuellement et en activité. Mais voilà, c'est un moyen de poursuite qui n'est pas anodin. Et malheureusement, ça n'était pas pris en compte dans les évaluations par l'OCDE notamment, qui s'est arrêté à l'infraction de corruption. Je ne comprends pas que l'État français n'ait pas fait valoir l'abus de bien social comme infraction pour montrer qu'on sanctionnait plus qu'il ne le pensait. Je passe sur le détournement de fonds publics. On comprend bien, ne serait-ce qu'à l'intitulé, que c'est contraire aux intérêts. Un mot pour conclure sur l'abus de confiance. L'abus de bien social se limite au détournement et aux abus d'intérêt par le dirigeant de l'entreprise. On peut avoir quand même des cas d'abus par les salariés de l'entreprise. Et ça tombe sous le coup de l'abus de confiance. C'est aussi le cas pour les dirigeants d'entités qui ne sont pas soumises à l'abus de bien social, qui ne sont pas des sociétés, par exemple, des dirigeants de sociétés civiles qui ne sont pas des sociétés commerciales. Les dirigeants de sociétés civiles seront sur le terrain de l'abus de confiance. De manière plus générale, les salariés de sociétés sont dans l'abus de confiance. Alors, je vous ai mis quelques exemples qui sont assez classiques. L'utilisation du numéro de carte bancaire de l'entreprise pour faire des achats personnels, c'est un abus de confiance. Si un salarié a une carte bancaire ou a accès à la carte bancaire pour faire des achats. Les connexions Internet à des fins personnelles, on a des jurisprudences là-dessus. Le temps de travail du salarié qui serait utilisé à des fins autres que les missions confiées par son employeur. Et puis surtout, des jurisprudences sur lesquelles je voulais insister en matière de concurrence déloyale.
il y a une sanction par l'abus de confiance de la concurrence déloyale qui est soumise par un salarié. Une première jurisprudence est intervenue en novembre 2011, donc elle a maintenant près de 10 ans, qui a cassé un arrêt de cour d'appel qui avait sanctionné le détournement de clientèle par un salarié aux fins de créer son activité. La Cour de cassation ayant dit que la clientèle était immatérielle, elle ne peut pas être une chose confiée. En revanche, peut-être l'objet d'un abus de confiance, dit la Cour de cassation, peuvent être l'objet d'un abus de confiance les informations relatives à la clientèle, les fichiers, les données, etc. Précision ensuite apportée par la Cour de cassation en 2017, par une jurisprudence du 22 mars 2017, des conditions de cette sanction par l'abus de confiance de la concurrence déloyale. La Cour de cassation a précisé avec 2 conditions. La première condition, c'est l'utilisation de procédés déloyaux. Il faut que le salarié, notamment, ait présenté la société concurrente qu'il a créée ou qu'il va créer, comme la remplaçante, par exemple, de la société dans laquelle il travaille. Il va faire une présentation fallacieuse de la situation. Et la Cour de cassation a ajouté en plus un dol spécial, c'est-à-dire une sorte d'intention. Pas seulement qu'on a commis le fait, mais on l'a commis dans le but de, et en l'occurrence, d'attirer une partie de la clientèle vers une autre société. Il faut qu'on puisse démontrer cela. Mais si on a donc des agissements déloyaux du salarié qui va contacter les clients de l'entreprise et qu'on le fait pour attirer une partie de la clientèle vers cette nouvelle entreprise, on a un moyen de sanctionner le salarié sur d'autres fondements que la simple sanction civile et commerciale de la concurrence déloyale. On peut aller sur le terrain du pénal. C'est une extension qui peut être critiquée sur le fond du droit pur pénal, parce que c'est hors cadre de ce qui était prévu dans cette infraction initiale, mais c'est extrêmement intéressant en moyen d'action et moyen de levier pour une société qui serait victime de cette concurrence déloyale, de pouvoir utiliser cette arme pénale. Voilà les éléments que je pouvais vous dire sur ces infractions avant de relaisser la parole à mes camarades. C'était qui prenait la suite pour cette slide? Oui, alors je vois une question, c'est Maria. Bonjour, pensez-vous mettre à disposition les slides? Oui, les slides vous seront communiqués. Si vous êtes tous inscrits, vous allez avoir, vous voulez forcément, parce que vous avez eu les coordonnées du webinaire, vous allez recevoir les slides, je pense demain, vous les recevrez. Et c'est par ailleurs enregistré et diffusé, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, sur le podcast ETI Live, qui est disponible sur Apple Podcast. Et donc, vous pourrez avoir, on vous enverra aussi les coordonnées, mais c'est dans les slides, vous pourrez avoir l'enregistrement complet de cette séance. Voilà. Maria, à toi. Merci, William. Je vais continuer la présentation en passant sur le volet compliance. Donc, on va quitter le droit pénal, si j'ai le droit, hein, William. Pour venir essayer de voir comment, justement, est-ce que l'on peut identifier ces questions de conflit d'intérêts et les gérer au sein de l'entreprise. Donc ici, ce sont les grandes étapes et puis on va les détailler dans les pages suivantes. La première étape, justement, consiste à identifier ces situations. Comment est-ce que l'on fait? Alors, quand on est dans une société où on n'a pas encore beaucoup pris conscience de ces questions, on va soit attendre que quelqu'un vienne vous voir en disant vienne voir son supérieur ou la direction des ressources humaines. Ah, j'ai un problème, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce qu'on peut faire? La deuxième étape un peu plus construite, c'est d'ajouter des questions sur les conflits d'intérêts lors de l'entretien annuel. Alors, comment s'est passée l'année? Est-ce que tu as rencontré des situations de conflit d'intérêts? La difficulté, c'est que bon, c'est un progrès, mais là, la question se passe après, post-événement. Donc, il n'y a plus grand-chose à éviter. Donc, effectivement, le conseil, ça serait plutôt d'essayer de mettre en place des moyens pour qu'on puisse identifier ces situations de conflit en amont. On va voir que ce sont justement les procédures de conflit d'intérêts qui peuvent nous permettre de faire cela. Et
ces procédures, elles vont essayer de convaincre les salariés qu'il faut déclarer les situations de conflit d'intérêts. Alors, comment est-ce qu'on les déclare? Ça peut être par le biais d'un formulaire et que le salarié va devoir envoyer à son supérieur ou à la RH ou à une autre personne désignée, peut-être le compliance officer. Mais bon, si vous ne formalisez pas le workflow que doit suivre le formulaire, qui doit approuver, qui doit dire qu'il y a effectivement un conflit qui ferait que l'on doit prendre des mesures complémentaires, qui doit suivre une procédure d'escalade et remonter le point un cran plus haut dans la hiérarchie, si ça n'est pas écrit dans une procédure, le formulaire sera peut-être rempli, mais il risque de ne pas être traité. Et c'est encore pire de savoir, comme dans toutes les questions de compliance, c'est encore pire de savoir qu'on a un souci et de ne pas le traiter que finalement de ne pas savoir grand-chose. Donc, pour cela, il faut effectivement mettre en place une procédure de workflow assez efficace et pourquoi pas mettre en place un logiciel qui permettra de traiter les questions de conflit. Effectivement, on va mettre en place un logiciel que dans la mesure où on est une société assez grosse pour pouvoir amortir le coût de ce logiciel. Et justement, dans cette procédure de workflow, de remontée des informations, on va évaluer le risque. Parce que tous les risques ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas parce que je connais quelqu'un qui va avoir affaire avec mon entreprise qu'il y a un risque. Est-ce que c'est une activité concurrente? Est-ce que je suis quelqu'un qui va prendre la décision de contracter avec la société dans laquelle j'ai mon cousin? Donc là, on voit bien que les niveaux de risque sont différents et la procédure va devoir donc essayer de mettre en place les différents niveaux de risque. Ensuite de cela, eh bien, on prendra des mesures pour limiter le risque. Les mesures, souvent, quand il y a un risque effectif, ça sera de dire, eh bien, si on doit contracter avec la société du cousin, ce ne sera pas la personne qui a un conflit qui participera à l'analyse des offres, à l'analyse de la proposition de cette société, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, on lui demandera de se déporter et puis on mettra aussi en place un certain nombre de mesures de confidentialité. Le dernier point de cette flèche, c'est les sanctions disciplinaires. J'ai mis un petit point d'interrogation. Pourquoi est-ce que j'ai mis un point d'interrogation? Parce que Dominique va vous parler de quelques jurisprudences tout à l'heure où vous verrez qu'on ne peut pas tout le temps sanctionner. C'est comme on le disait au début, ce n'est pas parce qu'il y a un conflit qu'il y a une situation risquée. Il faut garder raison et équilibrer le niveau des sanctions comme à chaque fois. Donc, il faudra appliquer la clause de sanction disciplinaire que la procédure de conflit peut avoir prévue de façon avec discernement, on va dire, au cas par cas. William? Merci. Donc, si on reprend un peu plus en détail, ici, on vous reprend les éléments que l'on a identifiés dans le support pédagogique de l'AFA dont parlait Jean-Yves en introduction, qui est juste un PowerPoint. Alors, c'est vrai que ce n'est pas rédigé comme un guide, le fameux guide qu'ils nous ont promis, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'on peut utiliser dans ce document. C'est-à-dire identifier les situations de conflit. L'AFA vous dit peut-être que plutôt que de le faire comme ça, un peu à la petite semaine, peut-être que c'est une des questions que l'on peut se poser lors de la cartographie des risques anticorruption. Parce que là, vous allez pouvoir identifier dans tous les processus de l'entreprise les éventuels cas de conflit d'intérêts de façon plus systématique. Donc, c'est peut-être un bon moyen. Mais comme on l'a vu, le seul risque pénal n'est pas le conflit d'intérêts, la corruption, il peut y en avoir d'autres. Donc, peut-être qu'il faut étendre l'analyse du conflit d'intérêts au-delà de la cartographie corruption, mais dans la cartographie plus générale des risques de l'entreprise.
C'est aussi un regret qu'on a parfois avec les recommandations de l'AFA qui sont très utiles, c'est que compte tenu de la mission de l'AFA, elle ne se concentre que sur les questions de corruption. Or, quand on fait de la compliance, on peut voir que ces questions se recoupent très souvent. Donc, il ne faut pas avoir une vision en silo et peut-être qu'il faut… Les questions de concurrence déloyale dont on vous a parlé à l'instant, elles sont tout aussi importantes. Et puis, elles peuvent mener à une question une problématique de concurrence pure et non plus de concurrence déloyale uniquement. Donc, il faut étendre la cartographie à tous les risques juridiques, je pense. Donc, je peux faire juste une précision, pardon. Oui, vas-y. Sur ce point-là, on a justement dans les dernières recommandations, ils n'ont pas étendu, comme tu le dis, aux questions de concurrence, mais ils ont quand même étendu à plusieurs délits complémentaires. Ils sont justement intéressants dans cette optique-là. C'est-à-dire que ça n'est pas limité à la corruption, mais ils ont parlé de blanchiment, ils ont parlé d'abus de biens social, de favoritisme et des infractions qu'on a pu voir en fait et qu'on a pu évoquer. Voilà, c'était juste une petite… Oui, c'est vrai. Donc, je vous ai dit à l'instant qu'il fallait formaliser la procédure. Et puis, si on reprend les 3 points qui sont là, formaliser la politique de prévention, contrôler son application, sanctionner en cas de manquement, faire le lien avec le code de conduite. Alors, tout ça, ce sont les dadas de l'AFA, certains vont dire, mais en réalité, ils sont tout à fait fondés, ces dadas. Contrôler l'application, comme d'habitude, il faut que la politique que vous avez écrite, elle soit réellement mise en œuvre. Ce n'est pas du tout d'entasser des papiers. Sanctionner en cas de manquement, eh bien, il faut montrer qu'on y croit. Comment on y croit? On y croit par le fameux engagement de l'instance dirigeante que l'on voit dans le point suivant, instaurer un climat favorable. C'est-à-dire que si l'entreprise ne dit pas qu'elle croit aux procédures qu'elle met en œuvre, elles ne seront pas appliquées, par les middle managers et donc elles ne seront pas appliquées par l'ensemble des salariés. Dans ce climat favorable, on voit d'ailleurs un autre point qui est de dire, bien, vous mettez des procédures en place, appliquez-les à vous-même en premier lieu et montrez que vous les appliquez. Et les situations de conflit, comme l'a dit Jean-Yves tout à l'heure, on va peut-être les rencontrer au plus haut de l'entreprise en premier lieu. Et donc, appliquez-les à vous-même. Ne faites pas travailler votre petit-neveu dans l'entreprise. Peut-être que si, on peut le faire travailler. Mais si vous faites rentrer votre petit-neveu pour son stage de Master 2, il faut peut-être qu'il suive la procédure de sélection que vont suivre tous les autres candidats stagiaires. Plutôt que de dire à tel département, il faut prendre mon neveu cet été. C'est là que le conflit est, c'est quand on contourne les procédures, mais pas quand on dit j'ai quelqu'un qui semble correspondre aux critères de recrutement que l'on recherche. Et il ne faut pas s'appuyer uniquement sur la procédure conflit d'intérêts, il y a d'autres politiques complémentaires. L'AFA vous dit il y a le code de conduite anticorruption générale, c'est vrai, mais il peut y avoir aussi la politique cadeau dont William a parlé au travers des jurisprudences. Parce qu'au travers des cadeaux, on peut voir se créer une situation de conflit. Et puis la politique de gestion des frais, des gestions de notes de frais qui va avec la politique cadeau d'ailleurs. Et ensuite, il faut prendre en compte le risque de conflit dans tous les processus de l'entreprise. Et donc, si on est une entreprise dans laquelle le système de procédure est bien abouti, vous allez avoir en début de procédure un renvoi à toutes les procédures qui peuvent avoir un lien de près ou de loin avec la procédure que vous êtes en train de lire. Donc ça, c'est le monde idéal, j'entends bien, mais ça peut aider quand même. Dominique, il y a une question sur la CPR. Est-ce que tu veux la prendre maintenant ou la garder pour plus tard ? On ne t'entend pas, Dominique. La question est de savoir si les conflits d'intérêts, la gestion s'inscrit dans le périmètre de contrôle de la CPR. Oui, d'une certaine façon, et pour certains professionnels, oui, mais j'en reparlerai tout à l'heure avec l'AMF. D'accord, merci. D'accord. Ok, on peut avancer. Merci. Donc ici, on reprend plus en détail les mesures que l'on peut prendre. La cartographie, je viens d'insister. Le code, je viens d'insister. L'évaluation des tiers, qui est aussi un des points importants sur lesquels l'AFA insiste dans ses recommandations et dans tous ses supports d'ailleurs.
et bien justement, dans les conflits, on va revoir apparaître une société avec laquelle on peut avoir un lien. Et puis la formation. La formation, c'est aider les salariés à identifier ces situations de conflit. Parce qu'il ne faut pas qu'ils vous remontent tout et n'importe quoi. Sinon, la personne vers qui les formulaires de conflit remontent va se décourager. Elle va en avoir trop, donc elle va se décourager. Soit elle va les mettre dans un coin, soit elle va dire c'est n'importe quoi, il n'y a pas de conflit, et elle va tout valider. Et puis un beau jour, elle va valider un truc où il y avait vraiment un conflit. Donc il faut aider les salariés à faire la bonne sélection. Et justement, le document de Transparency France dont parlait Jean-Yves tout à l'heure est intéressant parce qu'il présente des cas pratiques. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est vous donner des exemples que j'ai retravaillés à partir des cas pratiques que Transparency propose dans son document. Donc, par exemple, le conjoint du directeur commercial de la société A est en charge de la réponse à un appel d'offres au sein de la société B, qui est un fournisseur important de la société A. Donc, on voit bien que là, on a un couple qui travaille, les deux membres du couple, un est chez A et l'autre est chez B. Il y a peut-être un conflit. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être que si ces deux personnes sont impliquées dans cet appel d'offres, il faudra qu'il y en ait une des deux qui soit sortie du processus de validation des offres pour que le conflit ne soit pas déclaré. Le DPO est en congé maladie longue durée. Donc, on imagine que le DPO avait été choisi correctement, sans conflit d'intérêt. Et la société A envisage de nommer comme suppléant du DPO pendant cette période le DSI de la société. Est-ce que c'est logique? Puisque le DSI, c'est celui qui a mis en œuvre les systèmes informatiques. Lui, il doit penser que tous ces systèmes sont bons, qu'il n'y a pas de souci de données personnelles dans les systèmes qu'il a mis en place. Donc, peut-il être DPO même à titre supplétif? Le directeur supply chain fait partie du jury des achats de la société A qui dépouille toutes les réponses aux appels d'offres de la société A. Et le directeur de la supply chain est à cette occasion approché pour devenir actionnaire de la société B, qui est fournisseur essentiel de la société A. Je pense que là, on voit immédiatement qu'il y a peut-être un conflit. Et que s'il siège au sein du conseil de cette société, peut-être qu'il apprendra des choses qu'il ne devrait pas apprendre, ou il donnera des choses sur la société dont il est salarié à la société dont il devient administrateur. C'est d'ailleurs un cas similaire dont Dominique va vous parler tout à l'heure dans les jurisprudences. Le neveu du DG de la société A est journaliste. Il entend parler de la possible mise en vente de la société A et part questionner son oncle à ce sujet. Est-ce que c'est possible pour l'oncle en question de lui révéler ce qu'il se passe au sein de la société au prétexte que le neveu est journaliste? Peut-être pas. Je vous en donne un dernier. Monsieur X, salarié de la société A, est également conseiller municipal de la ville. La société A répond à un appel d'offres lancé par la ville. Est-ce qu'il peut participer au dépouillement des appels d'offres? Peut-être pas. Donc là encore, même s'il appartient habituellement à la commission d'appel d'offres, il faudra qu'il se déporte. Tu peux passer à la page suivante. Non, à la page encore suivante, on reviendra à celle-là après. Voilà. Ça permet de répondre à la question qui vient de nous être posée sur le RSSI. Ou, dans l'exemple, j'avais parlé du DSI, mais on peut parler du RSSI également. Vous avez dans les lignes directrices de l'EDPB en français, CDPD, c'est ça? J'y arriverai jamais. Des recommandations sur la façon dont on peut nommer un DPO de façon à s'assurer qu'il reste indépendant dans ses missions et dans l'évaluation de la qualité du programme conformité données personnelles de la société qui l'assiste. Et la difficulté, c'est que dans la plupart des entreprises, on va dire, parce qu'on n'est pas assez gros
dans la plupart des entreprises pour avoir un poste de DPO unique. Dans la plupart des entreprises, le DPO va cumuler cette fonction avec d'autres fonctions. Et se pose alors la question du conflit d'intérêts. Parce que s'il est DSI ou s'il est RSSI, c'est-à-dire qu'il préside aux questions de sécurité informatique de l'entreprise, il peut avoir considéré que les systèmes sont suffisamment sécurisés. En revanche, est-ce qu'il a fait une analyse des données personnelles suffisantes de ce côté-là? Est-ce qu'il peut venir se dédire quand il endosse sa casquette de DPO? Peut-être pas. Et c'est là où on ne va pas automatiquement dire que le DSI ou le RSSI ne peuvent pas être nommés DPO. En revanche, dans sa lettre de mission, on va venir dire qu'il ne pourra pas présider à telle et telle décision. Il ne pourra pas valider l'analyse d'impact qui a été menée sur tel et tel traitement parce qu'il a été à l'origine de la constitution de ce traitement. C'est en cela que je voulais souligner ce point. Et ça, ce sont les conflits d'intérêts internes que l'on détaille ici au travers des lignes directrices du DPO, pour le DPO, mais que l'on peut également envisager pour le rôle de compliance officer. Le compliance officer, quand il est directeur juridique, si c'est lui qui a présidé à la rédaction d'un contrat, il va avoir du mal à dire que le contrat n'a pas mis en place les précautions suffisantes pour contrôler les pratiques de compliance du co-contractant. Donc, c'est ce point-là que je voulais revoir. Et maintenant, on remonte d'une page, s'il vous plaît, monsieur le Président, pour que j'en finisse à votre disposition, Madame Lancry. Merci. Pour que j'en finisse avec ma partie. Là, c'est une page de synthèse que d'ailleurs Jean-Yves avait préparée sur tous les points que je viens d'essayer d'évoquer. Ce que doit comprendre la politique procédure de conflit d'intérêts, on l'appellera comme on veut, politique ou procédure. Et le point important, c'est le premier point, c'est les rôles et responsabilités des acteurs. Et ça, c'est important dans toutes les procédures en réalité parce qu'il faut quand même savoir qui fait quoi. Parce que si on ne sait pas qui fait quoi, les gens vont avoir tendance à se marcher sur les pieds ou à balancer la patate chaude de l'autre côté ou à ne rien faire parce qu'ils vont dire « Ah ben, c'était pas à moi de le faire ». Et je vois que Dominique sourit, mais c'est souvent ça le problème que l'on a dans les procédures. Et parce que les procédures, elles vont être faites dans un coin par une personne qui ne les aura pas testées en grandeur nature. Alors, je sais que quand on est en entreprise, et Jean-Yves et moi, on a passé quelques années en entreprise, on en a marre de la réunionnite. Mais d'un autre côté, quand vous présentez la meilleure façon de savoir si la procédure fonctionne, avant de la tester sur un petit groupe de personnes, si on est dans un groupe de société, on va la tester sur une petite filiale pour voir si elle fonctionne. Avant cette étape-là, on va la tester sur 4 ou 5 personnes importantes qui sont susceptibles de rentrer dans le process d'utilisation de la procédure et on va voir si elle fonctionne ou s'ils poussent des hauts cris. Et là, généralement, la partie que l'on va refaire, c'est la partie de workflow. Les autres points, on les a vus. Le dernier point qu'on n'ait pas vu encore, c'est la conservation des données. On fera des séances plus tard avec la commission sur les données personnelles. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui parce qu'on y passerait 3 jours. Mais évidemment, il faut que tout ça soit conforme au RGPD et aux recommandations de la CNIL. Et je pense que j'en ai fini, sinon on va me taper sur les doigts. C'est à Dominique. La parole est à Dominique de Dieu. Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, moi, j'allais vous parler de la jurisprudence, mais d'abord, je vois que nous sommes sur les exemples de mesures de code de bonne conduite et eh bien, ça va m'amener de toute façon justement à la jurisprudence très importante et assez nombreuse en ce moment. Effectivement, ça fait partie des mesures essentielles à mettre en place, le code de bonne conduite ou bien le règlement intérieur. Et vous avez là dans les slides les codes de bonne conduite d'Airbus et de Veolia qui ont mis en place une procédure de conflit d'intérêts et des règles de conflit d'intérêts.
Et cela m'amène effectivement à cette jurisprudence parce que, comme le disait Jean-Yves, les questions de conflit d'intérêts sont furieusement d'actualité et inspirent en particulier les magistrats et les régulateurs, dont la CPR. Et pour répondre effectivement à cette question sur le rôle de la CPR contrôle tous ces assujettis sur ces questions de conflit d'intérêts. J'y reviendrai tout à l'heure. L'AMF en fait de même et la jurisprudence à cet égard est assez nombreuse aussi. William, si nous pouvons passer maintenant à cette décision extrêmement importante. Ah non, nous passons au licenciement et à la jurisprudence sur les conventions réglementées. Je peux revenir sur dis-moi quel slide tu veux. Et puis alors moi je passe à Covea, je vais aborder les actualités jurisprudentielles. Voilà, et en venir effectivement sur cette décision majeure qui a été prononcée par le tribunal de commerce de Paris le 10 novembre dernier dans une affaire Covea. Alors évidemment, c'est une affaire dont les faits sont importants et je vais vous les mentionner rapidement parce que ils conditionnent et ils expliquent la décision. C'est une affaire qui porte notamment sur la responsabilité d'un administrateur. Et comme vous le disiez Jean-Yves tout à l'heure, il est vrai que il y a très peu, donc je ne m'intéresserai pour cette affaire que aux questions de conflit d'intérêts qui nous préoccupent aujourd'hui, en sachant que cette affaire et ce jugement qui fait plus de 50 pages porte aussi sur d'autres sujets importants, mais les conflits d'intérêts occupent à peu près la moitié des réflexions du tribunal de commerce. Et d'abord, le tribunal de commerce s'est intéressé au fondement juridique de la notion de conflit d'intérêts, parce que précisément, comme le disait Jean-Yves tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de définition légale, notamment en droit des sociétés et notamment posée par le Code de commerce, ne serait-ce que le Code de commerce, même pour le conseil d'administration. Il y a une base légale assez de droit commun de la mise en cause de la responsabilité des administrateurs pour un devoir de loyauté et cela ne va pas plus loin. Et donc, le tribunal de commerce a fait une étude, mais vraiment très approfondie des faits pour pouvoir, et ensuite, de tous les textes existants pour pouvoir prendre sa décision. Cette affaire est extrêmement intéressante. Il s'agit ici là d'un administrateur dont le nom a été révélé et connu, et cette affaire a fait l'objet de nombreux articles, donc je peux en parler. Thierry Derez, qui est d'ailleurs un ancien avocat, qui est PDG de Covea, de deux entités de Covea qui forment le groupe Covea, un groupe de mutuelles d'assurance, et qui est aussi, et c'est là évidemment tout l'objet de cette décision, qui était aussi administrateur à titre personnel de la compagnie SCOR, qui est la société mère du premier groupe français de réassurance, une société cotée sur les marchés de Paris et Zurich. Alors, il a été convenu aussi entre Covea et SCOR un engagement de standstill jusqu'à avril 2019, c'est-à-dire un engagement parce que Covea était devenu le premier actionnaire de SCOR avec 8% du capital de SCOR, et donc Covea s'était engagé à ne pas dépasser le seuil de 10% de participation avant avril 2019 dans SCOR. Monsieur Derez avait un statut d'administrateur privé d'indépendance qui était une catégorie qui était prévue
par le règlement intérieur en fait de SCOR. Donc administrateur en son nom propre et non pas en sa qualité de PDG de Covea, et de surcroît membre de 6 comités importants dans la direction et l'organigramme de SCOR, puisque comité stratégique, comité des risques, comité de rémunération et des nominations en particulier. Et il se trouve que Covea a imaginé et envisagé au cours du printemps, a commencé à envisager au cours du printemps 2018 l'acquisition de 100% des actions de SCOR et envisagé à l'époque probablement de respecter son engagement de standstill. Et puis il se trouve que au cours du mois de juillet 2018, les administrateurs de SCOR sont informés que des études ont été menées. Alors, la question s'est posée de savoir si c'était délibéré ou pas. Peu importe pour aujourd'hui notre sujet sur les conflits d'intérêts. La question a été examinée par BNP Paribas pour SCOR d'un rapprochement de SCOR avec une autre compagnie de réassurance, PartnerRe. Et donc, au cours du mois de juillet, les administrateurs ont été informés qu'au cours de la prochaine réunion du conseil d'administration du comité stratégique fixée pour le 25 juillet 2018, et les dates sont importantes pour le tribunal de commerce, serait révélée l'analyse qui a été faite par BNP Paribas et la Banque City et la valorisation de SCOR à cette occasion. Et donc, effectivement, se tient ce comité stratégique le 25 juillet 2018, au cours duquel tous ces éléments sont révélés aux administrateurs. Et à l'issue de cette réunion, il est décidé par le comité stratégique de fixer une nouvelle réunion au 30 août pour se positionner. En sortant de la réunion, il y a énormément d'éléments de preuve qui ont d'ailleurs été découverts au moyen d'une procédure de pré-discovery qui a été menée en Angleterre, qui démontre que l'administrateur indépendant, néanmoins président de Covea, s'est empressé de saisir 3 banques et 2 cabinets d'avocats pour tout de suite engager des réflexions poussées sur l'acquisition de SCOR, l'acquisition immédiate de 100% des actions de SCOR, voire pour mettre à mal en fait le projet de SCOR, de rapprochement avec PartnerRe. Et donc tout cela, toutes ces réflexions ont été menées très rapidement, de sorte que le 24 août, donc avant la réunion stratégique, le 24 août, Monsieur de Rez a envoyé en sa qualité de PDG de Covea une lettre faisant part de son projet d'offre publique d'achat de SCOR. Immédiatement, SCOR a réagi en lui interdisant de participer au prochain conseil d'administration et à toutes les réunions de tous les comités techniques. Puis le comité s'est réuni comme convenu le 30 août. À l'unanimité, ils ont décidé que l'offre de Covea était contraire à l'intérêt de SCOR et à l'engagement de standstill de Covea d'ailleurs. Et puis ils ont envoyé dans la foulée le 30 août une lettre confidentielle. Tout était confidentiel, y compris l'offre publique d'achat de Covea, au président, donc une lettre de SCOR le 30 août, pour dire que cette offre n'était pas intéressante et que toute offre publique serait dès lors considérée maintenant comme hostile. Et Covea s'est empressé de publier le 4 septembre un communiqué de presse pour prendre acte donc publiquement du refus de SCOR d'entrer en discussion et donc pour retirer son offre publique d'achat. Dès lors, des études ont été menées rapidement. SCOR n'a eu de cesse que d'obtenir la démission de Monsieur Lerez en sa qualité d'administrateur. Et SCOR a finalement, de son côté, également publié un communiqué. Alors, ces faits, je les ai évoqués de façon assez précise parce qu'ils sont très importants dans l'esprit du tribunal de commerce, bien sûr, parce que il y a
des différences de traitement de la notion de conflit d'intérêts dans le temps, et c'est ce qui est intéressant. Alors, le tribunal de commerce était saisi, en fait, parallèlement d'ailleurs, il y a une action pénale qui est menée, était saisi, alors d'une part sur la responsabilité de Covéa pour les communiqués de presse, mais ça, on va pas s'y intéresser aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, ce sont les manquements et les manquements contractuels qui étaient reprochés à l'administrateur Thierry Derez, notamment manquements contractuels pour ne pas avoir signalé le conflit d'intérêts qu'il avait sur le projet, sur le projet, notamment le projet d'acquisition ou de rapprochement avec Partner. Et puis d'autres manquements au code et à la loyauté d'un administrateur, à la confidentialité, au secret des affaires. Sur la notion de conflit d'intérêts, ce qui est extrêmement intéressant dans cette affaire, c'est que le tribunal de commerce a d'abord cherché effectivement à fonder juridiquement sa réflexion. Et donc, le tribunal de commerce a exposé que si le code de commerce était aisant sur les notions de conflit d'intérêts, en revanche, eh bien, le règlement intérieur, donc c'est vraiment pour le tribunal de commerce le premier acte juridique sur lequel se fonde la notion de conflit d'intérêts, c'est le règlement intérieur de SCOR qui est extrêmement détaillé sur les notions de conflit d'intérêts, et pour cause, précisément parce que c'est notamment une société soumise à la SCPR justement, et donc a émis un règlement intérieur extrêmement détaillé sur les notions de conflit d'intérêts, en particulier pour les administrateurs, auquel en plus on fournit un questionnaire lors de l'arrivée et lors de chaque renouvellement, un questionnaire très précis sur les situations potentielles de conflit d'intérêts, situations avérées, et des engagements également très précis. Et règlement intérieur, questionnaire et engagement constituent la base contractuelle, le fondement contractuel essentiel pour le tribunal de commerce de l'engagement d'un administrateur et des obligations contractuelles de l'administrateur. Et le tribunal de commerce fait observer que le règlement intérieur est assis sur le code AFEP-MEDEF. Le code AFEP-MEDEF, pour le tribunal de commerce, il y a un débat sur ce sujet, mais c'était extrêmement intéressant au niveau législatif, justement, ou normatif, il y a un débat. Mais en tout cas, pour le tribunal de commerce, le code AFEP-MEDEF a une valeur normative, et par conséquent, le règlement intérieur est légalement fondé sur ce code AFEP-MEDEF qui, lui, de toute façon, dans son article 20, préconise effectivement ou fait obligation à l'administrateur de faire part au Conseil de toute situation de conflit d'intérêts et s'abstenir d'assister au débat et de participer au vote de délibération. Et donc, le fondement est doublé du code AFEP-MEDEF, ainsi que, et c'est là aussi très intéressant, les règles posées par l'Institut français des administrateurs. Effectivement, le tribunal de commerce relève aussi que le fondement juridique, la base légale, est constitué de la position de l'IFA, qui a notamment, dans une note de synthèse, posé également des règles précises de conflit d'intérêts, et finalement, à défaut de pouvoir s'appuyer sur une jurisprudence importante, le tribunal de commerce relève comme autre base légale la doctrine, base légale, ou en tout cas comme autre base juridique de sa décision, la doctrine, et en particulier cite le professeur Fage, qui effectivement écrit énormément et a des positions extrêmement importantes et intéressantes. Et donc, voilà les fondements sur lesquels le tribunal de commerce considère que le devoir de loyauté de l'administrateur comporte notamment une obligation qui est une obligation contractuelle et engage la responsabilité contractuelle de l'administrateur sur les notions de conflit d'intérêts. Et de plus, le tribunal de commerce donne une définition du conflit d'intérêts
En l'espèce, ce qui est intéressant parce que cette notion de conflit d'intérêt, elle doit être adaptée à chaque situation. Là, elle est adaptée aux administrateurs. Nous verrons tout à l'heure qu'elle doit être adaptée aussi pour les autres professionnels. Et donc, pour le tribunal de commerce, le conflit d'intérêt prend naissance lorsqu'une même personne poursuit deux intérêts et qu'existe en conséquence un risque qu'elle puisse prendre une position au titre de l'un des intérêts dont elle a la charge, en étant influencée consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement, par l'autre des intérêts dont elle a la charge. Un conflit d'intérêts né d'une situation dans laquelle un administrateur a un intérêt personnel de nature à influer ou à paraître influer sur l'exercice impartial et objectif de sa fonction au sein du Conseil. Donc, la décision du tribunal de commerce du 10 novembre 2020 est extrêmement fournie en termes de fondement légal pour arriver à la décision qu'effectivement l'administrateur se trouver en situation de conflit d'intérêts et engager sa responsabilité contractuelle à cet égard. Et le tribunal de commerce est allé jusqu'à analyser, c'est pour ça que je donnais les faits dans leur chronologie, à analyser les situations de conflit d'intérêts et pour d'ailleurs vraiment coller au terme du règlement intérieur de SCOR et à constater que Monsieur Derez s'est trouvé successivement dans deux situations distinctes de conflit d'intérêts. D'abord et en premier lieu dans un conflit d'intérêts potentiel ponctuel, parce que avant la réunion du 25 juillet, au cours du mois de juillet, comme je vous le disais, l'information avait déjà été donnée, qu'une étude avait été menée, qu'une valorisation avait été faite pour un éventuel rapprochement de SCOR avec une autre entité. Et donc, dès la connaissance de ces faits, Monsieur Derez se trouvait en situation de conflit d'intérêts. Sa position à lui était de considérer que la situation de conflit d'intérêts n'existait qu'à partir du moment où le conseil d'administration était appelé à se prononcer sur un éventuel projet de rapprochement. Donc le tribunal de commerce a dénié cette position en disant dès la connaissance, on est en conflit d'intérêts potentiel. Puis à partir du 25 juillet, on est en conflit général avéré parce que cette connaissance était maintenant très précise et le tribunal de commerce en veut pour preuve que dès le jour même de la réunion stratégique en juillet, eh bien Covea a saisi 3 banques et 2 cabinets d'avocats pour tout de suite mener les projets, les études en vue d'un projet de prise de contrôle de SCOR. Donc deux situations et une double faute. Parce que quand il y a conflit d'intérêts, comme le disait très justement Maria, Jean-Yves et William, le conflit d'intérêts n'est pas forcément n'est pas fautif, mais en tout cas nécessite une révélation, une information préalable, et la double faute, elle est là, c'est de ne pas avoir, c'est un manquement en fait au devoir d'information d'une situation même potentielle de conflit d'intérêts. Ce jugement est extrêmement intéressant aussi parce que il retient la tierce complicité de Covea. Donc des entités de Covea, tierce complicité. La tierce complicité dans les fautes commises, dit le tribunal de commerce, est consubstantielle à cette dualité de rôle de Monsieur Derez. Donc en termes de gouvernance, c'est extrêmement intéressant aussi de prendre connaissance de cette décision. La personne morale représentée par son mandataire social ne peut par définition ignorer les fautes que commet à titre personnel celui-ci. Et alors, un dernier point intéressant dans cette décision, c'est la réparation du préjudice. Il y a faute, selon le tribunal de commerce, il y a préjudice, préjudice avéré. Alors, pour estimer la réparation du préjudice, en fait, SCOR avait produit
toutes les factures des cabinets d'avocats qui ont été mandatés pour notamment mener toutes les études sur la position de Monsieur de Rez, sur le conflit d'intérêts lui-même, sur la nécessité ou pas de le contraindre à la démission, et donc sur les 11 millions de frais d'avocat, eh bien le tribunal a considéré que 14%, en fonction du temps passé, constituait en fait le préjudice au titre du conflit d'intérêts uniquement. 14% des frais d'avocat devaient être consacrés, constituer le. Alors je ne sais plus si j'ai le temps ou pas de continuer parce que j'ai des messages dans tous les sens, mais est-ce que je suis autorisée à continuer Bien sûr, Dominique. D'accord. D'accord. Tu fais la suite, sauf erreur de ma part. Oui. D'accord. Alors juste quand même pour en finir sur cette affaire, cette affaire n'est justement surtout pas finie puisque Covéa a évidemment interjeté appel et s'est empressé le jour même du prononcé de la décision du tribunal de commerce de faire un communiqué de presse pour critiquer le jugement. Ce jugement contient de graves et multiples erreurs d'appréciation en fait et en droit et pour dénier tout conflit d'intérêts. Donc c'est une affaire à suivre avec précisément grand intérêt. Dans les actualités jurisprudentielles et pour illustrer en fait tous les points que William, Jean-Yves et Maria vous ont brillamment exposés, je voulais évoquer et illustrer une affaire qui justement donne un éclairage sur les faits dont parlait William tout à l'heure. Si tu veux bien, William, changer, aller à la suivante. À la suivante. Oui. Et vous parlez de l'affaire de Mami Cassoulet. On l'appelle l'affaire William Sorin, mais on l'appelle aussi l'affaire Mami Cassoulet. C'est une affaire qui concerne cette fois une profession réglementée qui sont les commissaires aux comptes et dont vous avez certainement entendu parler. Et là aussi, j'ai choisi de vous en parler parce qu'elle se positionne, cette affaire, sur notamment les notions de conflit d'intérêts. Là, sont mis en cause des commissaires, la responsabilité de commissaires aux comptes pour avoir passé sous silence des opérations qui avaient été commises. Alors pourquoi on l'appelle l'affaire Madame Cassoulet? C'est parce que Madame Pifot était à la tête du groupe William Sorin, les Cassoulet, William Sorin, et elle avait constitué un groupe puissant et important. Elle était à la tête d'un certain nombre de sociétés, et au lendemain de son décès, eh bien, les dirigeants des sociétés ont révélé au H3C, au commissariat, l'autorité de contrôle des commissaires aux comptes, qu'ils avaient découvert des fraudes qui affectaient les comptes clients et les comptes de provision et d'avance sur provision, et des fraudes allant jusqu'à 240 millions d'euros avec un certain nombre de fausses factures. Bon, donc évidemment le H3C a été saisi, a mené une enquête qui a donné lieu à une décision qui fait pas moins de 178 pages, dont 4 pages consacrées à un conflit d'intérêts, le conflit d'intérêts qui est reproché, là aussi tout ça est public, qui est reproché à l'associé, à un des associés principaux de Mazars à l'époque, qui était en lien avec Madame Pifot depuis toujours ou depuis très très longtemps, et cet associé avait de fait tissé des liens de proximité, ou en tout cas le H3C s'est interrogé sur ces liens, sur la nature de ces liens et sur le point de savoir si il n'y avait pas un conflit d'intérêts. Alors, ils ont notamment reproché à ce commissaire aux comptes des faits
très précis, consistant en des échanges de petits cadeaux, cravates et corbeilles de produits, et d'ailleurs produits vendus par les sociétés du groupe de Madame Piffaut et des statuettes d'éléphants. Le don d'argent de Madame Piffaut à l'une des filles du commissaire aux comptes pour l'achat d'un véhicule. Il a même été relevé les liens d'affection entre Madame Piffaut et les filles du commissaire aux comptes, matérialisés notamment par, et donc voilà, revenons à cette idée évoquée tout à l'heure, par le fait qu'elle avait accepté en stage les deux filles dans une des sociétés de son groupe, et matérialisé aussi par des visites, notamment lorsque Madame Piffaut a été hospitalisée. Et puis, l'envoi de courriel, alors pour vous dire jusqu'où vont les reproches en termes de conflit d'intérêts, l'envoi d'un courriel du commissaire aux comptes à Madame Piffaut pour lui adresser une photographie de sa fille prise lors de la remise d'un diplôme dans une université américaine. Et des échanges de courriels portant sur des propositions de vente de meubles pour l'ameublement de la résidence secondaire du commissaire aux comptes. Alors, tous ces points ont été très précisément examinés dans les décisions du H3C, avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention, avec une enquête pour écarter la plupart des reproches et ne retenir que le don d'argent de Madame Piffaut à l'une des filles du commissaire aux comptes pour l'achat d'un véhicule, qui ont constitué pour le H3C effectivement un acte de conflit d'intérêts et le H3C a décidé dans cette décision de février 2021, donc toute récente, que le commissaire aux comptes s'était placé dans une situation d'incompatibilité générale susceptible de générer un conflit d'intérêts, pour avoir laissé se mettre en place une proximité entre Madame Piffaut et ses filles, et le commissaire aux comptes et l'une de ses filles. Là aussi, c'est une décision qui fait l'objet d'appel, qui a été beaucoup discutée. Alors, pour un certain nombre de points, mais notamment pour ce point précisément sur la notion de conflit d'intérêts, et c'est une décision qui est extrêmement intéressante. Il faudra voir la suite qui lui sera donnée. Dominique, si je peux te poser une question, tu as parlé des exemples de conflits d'intérêts. Bon, le fait qu'il est pris en stage, ça je comprends bien, mais les histoires d'échange de photos. C'est pour ça que je le mentionnais, parce que quand on lit la décision, ça a vraiment fait l'objet d'une enquête. En fait, c'est un faisceau d'indices. C'est ça, c'est ce que je voulais te faire dire, parce que en fait, si on, à force, on va finir par déshumaniser les relations. Exactement. C'est peut-être pas ça l'objectif de toutes ces règles sur les conflits d'intérêts. Non, absolument, tu as entièrement raison, c'est effectivement ça, mais ce que je voulais, c'était attirer l'attention sur le fait que maintenant, les autorités de tutelle et les autorités de contrôle vérifient, vont très très loin dans leur vérification, ce qui va quand même avec la réglementation applicable. C'est pour ça que il faut pas perdre de vue que nous sommes là sur une profession réglementée, avec un code de déontologie qui est de plus en plus précis, qui a été révisé d'ailleurs récemment, et donc le H3C applique les règles qui étaient applicables au moment des faits, qui ont ensuite été renforcées, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est déshumanisé. Là, c'est vraiment un faisceau d'indices. Et ce que je n'ai pas mentionné, mais c'est ce qui a attiré l'attention en particulier sur ce commissaire aux comptes, c'est que il a par ailleurs, ce qui ne relève pas du conflit d'intérêts, mais il a par ailleurs participé à la mise en place d'une structure au décès, pour anticiper le décès de Madame Piffaut. Il a été il a su
suscité et il a travaillé avec un fiscaliste pour imaginer la succession, pour mettre en place une structure, un fonds de dotation, une fondation, etc. Et en fait, on lui a reproché d'avoir, à ce titre, en réalité, exercé une activité qui lui était interdite puisque pour avoir donné des consultations juridiques. Et donc c'est ce contexte général qui explique que le H3C soit allé aussi loin. Mais je suis d'accord avec toi, et tu l'avais mentionné tout à l'heure, le fait de prendre en stage doit être encadré. Voilà, c'est en fait la prudence qui doit commander les réactions ou plutôt la prévention. Et justement, pour parler de prévention, oui. Ce qui est intéressant dans cette décision, c'est qu'on essaie d'expliquer qu'il y a une situation de conflit pour montrer que c'est cette situation de conflit qui l'a influencé par la suite, peut-être pour prendre ses décisions d'organisation de la succession de Mamie Cassoulet. En fait, c'est plutôt, elle n'explique pas, c'est la proximité qui explique, et puis c'est surtout, en fait, sont surtout les conseils parallèles qui ont été reprochés au commissaire aux comptes, et pas tant cette notion de conflit d'intérêts, les conseils parallèles, et donc il a été jusqu'à être nommé exécuteur testamentaire. Donc c'est surtout cette situation-là, mais qui a amené d'ailleurs le H3C à vérifier la notion de conflit d'intérêts et qui n'est pas prédominante dans la décision, il faut quand même le dire. Oui, merci. Et d'où effectivement l'idée de Maria de prendre les mesures préventives, puisque nous sommes aussi la commission compliance, donc nous devons aussi examiner les mesures préventives. Et là, à cet égard, en fait, eh bien, oui, cette question de la CPR est excellente. La CPR comme l'AMF sont extrêmement vigilantes sur ces notions de conflit d'intérêts. Alors pour le coup, ça n'est pas qu'une question d'actualité, c'est de façon ancienne et générale. Et il y a de très nombreuses décisions de la CPR comme de l'AMF qui portent leur intérêt essentiellement sur les notions de conflit d'intérêts, parce que leurs assujettis, parce que ce sont des entités qui sont soumises à des règles particulières, précises, très précises en matière de conflit d'intérêts. Alors, pour ce qui est par exemple de l'AMF, évidemment, l'AMF s'intéresse de très très près à tout le système préventif, à tout le dispositif préventif qui doit être mis en place par notamment les sociétés d'investissement, les sociétés de gestion, et l'AMF et les autres autorités de tutelle en font de même. L'AMF étudie vraiment de façon très approfondie, non pas les conflits, c'est comme tout dispositif préventif, il ne s'agit pas d'aller voir s'il y a une faute avérée, s'il y a un conflit réel et fautif, mais il s'agit pour l'AMF comme pour la CPR de s'assurer que leurs assujettis remplissent toutes leurs obligations préventives en matière notamment de conflits d'intérêts et de gestion des conflits d'intérêts. Donc les sociétés d'investissement, par exemple, sont soumises à des obligations strictes, rigoureuses de mise en place d'un dispositif préventif très précis, avec une cartographie qui est très détaillée et tout le temps mise à jour, évidemment, puisqu'elle colle complètement à l'activité d'investissement de ces sociétés d'investissement, un code de déontologie interne qui doit d'emblée poser les règles des conflits d'intérêts, un registre qui détaille tous les risques sensibles d'atteinte aux intérêts des clients, des déclarations très précises que doivent faire chaque membre de la société d'investissement sur la prise de connaissance, le respect du code de déontologie, des déclarations sur tout leur mandat et toutes leurs fonctions extérieures, sur les cadeaux, les invitations, sur les transactions personnelles, et puis doivent mettre à jour très très régulièrement ces engagements et ces déclarations, et
tout cela fait donc l'objet de vérifications très pointilleuse, en particulier par l'AMF, qui très régulièrement prend des sanctions vraiment sur le terrain du conflit d'intérêts. Très souvent, l'AMF procède à l'examen du dispositif préventif de contrôle interne en général, mais s'agissant des conflits d'intérêts, c'est une recherche toujours très spécifique et particulière, avec de nombreuses décisions. Là, j'en ai cité une le 18 décembre 2020, où l'AMF a relevé de nombreux manquements à la politique interne de conflits d'intérêts, à la procédure elle-même, à l'absence de registre ou à un registre qui n'est pas mis à jour, à la cartographie qui n'est pas mise à jour depuis 3 ans. Donc, les décisions, voilà, sont et là, quand on réfléchit vraiment en termes de conformité, de compliance, on sort conformité. Là, encore une fois, l'AMF ne relève pas de fautes, mais relève uniquement des manquements à l'obligation de mise en place d'un dispositif rigoureux. Et des décisions sont nombreuses, avec des sanctions qui sont souvent lourdes, 200 000 € de sanctions pécuniaires pour un manquement formel à l'absence de procédure de conflit d'intérêts, par exemple, et puis des sanctions qui, en général, sont nominatives, ce qui, en général, fait sans doute le plus mal à la société dont le nom est mentionné sur le site de l'AMF, bien souvent repris dans la presse spécialisée. Donc voilà, la CPR en fait de même, vérifie très scrupuleusement les procédures de conflit d'intérêts des établissements de crédit et des assurances, d'où la décision de score d'ailleurs. Donc voilà, les sanctions sont à la fois sur le terrain préventif et sur le terrain répressif. Voilà ce que je voulais vous donner comme actualité jurisprudentielle. Je voudrais remonter alors, Jean-Yves. Merci. Ouais. Non, je vais vous parler juste de cet arrêt-là rapidement. C'est pour faire, en fait, ça permet de faire une synthèse sur tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est de dire que vous ne pouvez pas licencier, c'est pour ça que je dis que les sanctions disciplinaires doivent automatiquement s'appliquer. Sans doute pas, parce que cet arrêt de la Chambre sociale nous dit qu'on ne peut pas licencier uniquement parce qu'il y a un risque de conflit d'intérêts. Ça ne peut pas être considéré comme une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il faut avoir, ensuite de cela, constaté un manquement effectif du salarié à son obligation contractuelle de bonne foi. Donc, ça veut dire que si vous décidez de fonder le licenciement sur cette question de conflit, il faut à tout prix étayer de façon suffisante la lettre de licenciement. D'ailleurs, on voit que désormais, souvent, sur ces questions de compliance, les jurisprudences reprennent pratiquement in extenso les lettres de licenciement dans leurs décisions. Et c'est assez intéressant parce que ça peut nous donner des exemples ou des contre-exemples. Ça peut nous permettre de nous en inspirer pour nos propres dossiers. Jean-Yves, si tu veux prendre l'arrêt suivant. Est-ce que je veux prendre l'arrêt suivant? Oui, en fait, c'est une décision qui est plus toute récente, en fait, qui est de 2007 et qui concerne effectivement une situation de conflit d'intérêts. On sait que les règles de conflit d'intérêts en matière de conventions réglementées, puisque les conventions réglementées sont là précisément pour identifier et gérer les situations de conflit d'intérêts entre administrateurs et dirigeants. Là, cet arrêt était assez intéressant parce qu'en fait, c'est un arrêt qui a annulé une convention alors même que la personne qui était en situation de conflit d'intérêts était salarié en fait d'une société. Il était donc indirectement intéressé, mais il n'était pas administrateur de chacune des deux sociétés. Donc c'est un cas d'intérêt indirect. Bon, c'est une décision qui date de 2007, donc qui n'est pas effectivement toute récente. Ouais.
Non, moi, ce que je voulais dire, c'était que j'ai trouvé très intéressant, effectivement, notamment donc, la présentation de l'actualité juridique et ces décisions qui sont vraiment, les 3 décisions qui ont été commentées par Dominique révèlent effectivement à quel point les enjeux en matière de conflit d'intérêts sont importants, sont de plus en plus importants. Ce qui est quand même assez frappant, c'est de voir finalement qu'on a un véritable enjeu de culture des conflits d'intérêts. C'est très important, effectivement, qu'à tous les niveaux, et en particulier, évidemment, au niveau des conseils d'administration, mais pas seulement, les personnes, donc administrateurs, dirigeants, salariés, voilà, aient une bonne culture en matière de prévention des conflits d'intérêts. Pour ce faire, effectivement, il faut qu'il y ait un véritable programme de compliance. Alors, un certain nombre d'entreprises, effectivement, ont des politiques de conflit d'intérêts. Je crois que c'est de plus en plus le cas. Et ces politiques de conflit d'intérêts reposent effectivement sur l'identification des situations de conflit d'intérêts. Et c'est très topique, finalement. Le conflit d'intérêts, c'est quand même une matière qui est finalement très, très ancré dans la réalité de la vie économique et j'allais presque dire de la vie tout court. On parle toujours des conflits d'intérêts qui concernent les relations familiales, mais on sait très bien qu'effectivement, la plupart des conflits d'intérêts ne sont pas seulement des situations qui résultent de la vie familiale, mais de relations d'amitié, de relations peut-être de réseau même, on peut le dire. Hein. Et donc, il y a quand même une difficulté, on n'en a pas tellement parlé, mais c'est toute la difficulté, c'est effectivement de savoir dans quelle mesure on peut imposer aux gens de révéler des situations qui quand même touchent à la vie privée très, très souvent. Et si on peut imposer aux gens, aux salariés en particulier, de révéler des situations de conflit d'intérêts qui ne seraient pas de nature ou susceptibles de porter préjudice à l'entreprise. Et cette décision que tu évoquais, Maria, est très intéressante parce que on voit bien qu'il y a aussi cette question de préjudice. S'il y a manquement, effectivement, aux critères qu'on évoquait, loyauté, transparence, indépendance, atteinte à l'objet social de manière potentielle, mais que ça n'est pas matérialisé par un risque de préjudice pour l'entreprise, la question est effectivement de savoir dans quelle mesure on peut effectivement sanctionner, voire licencier effectivement la personne qui n'aurait pas respecté ses obligations de loyauté et de transparence. Or, il y a un certain nombre de ces situations-là qui sont des situations aussi qui vont effectivement toucher de manière relativement intime à la vie privée. Donc, ça, c'est un point important. L'autre chose que je voulais dire, c'était que finalement, si on applique ces 4 critères que je viens d'évoquer, notamment à l'affaire totalement emblématique, l'affaire Score, ou Score Covea, on s'aperçoit qu'effectivement, les 4 critères ont été allègrement, comment dirais-je, violés, si je puis dire, enfin, ne sont clairement pas remplis. Il n'y a ni loyauté, ni transparence, ni indépendance, puisque, en fait, en tant qu'administrateur de la société Score, donc le président de Covea aurait dû effectivement agir et uniquement agir de manière indépendante dans l'intérêt social, au regard de l'intérêt social de la société Score, ce que d'après le tribunal de commerce il n'a pas fait. Bon, il y a appel, hein, voilà, donc moi je ne juge pas, mais enfin, en tout cas, je constate. Hein. Et c'est quand même très, très, très emblématique parce que ce cas est totalement, voilà, démontre à quel point il y a un défaut de maîtrise et de connaissance et de sensibilisation à ce qui apparaît à l'évidence comme une situation de conflit d'intérêts. Et d'ailleurs, le simple fait, je crois que ces 2 sociétés sont concurrentes, hein, Dominique, tu ne me démentiras pas, je pense. Hein. Et donc, même, il y a une situation qu'on évoque, qu'on traite relativement peu en droit français, mais qui est pas mal évoquée, notamment en droit américain, qui est la notion d'interlocking director. Parce que, est-ce que le simple fait d'être administrateur d'une société concurrente, voilà, n'est pas en soi déjà voilà, une situation de conflit d'intérêts? Enfin, je crois qu'il y a d'ailleurs les autorités de la concurrence voilà, traitent ou évoquent ce sujet comme une situation effectivement qui est problématique du fait du risque d'échange d'informations confidentielles, mais plus largement parce que c'est assis sur une situation de conflit d'intérêts. Donc moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que c'est dommage qu'on ait fait ce webinaire un peu tard parce qu'on aurait pu inviter
ce monsieur qui peut-être aurait eu le plus grand bénéfice à suivre cette formation, mais bon, c'est un petit peu tard, et surtout dans la mesure où, comme l'a rappelé Dominique, c'est un ancien avocat. Voilà, moi, c'est ce que ça m'a inspiré un petit peu. Merci infiniment. Il nous reste 5 minutes, presque 10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois une consoeur qui nous communique les références d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2021 pour licenciement pour faute lourde d'un responsable RH actionnaire d'une autre société passant des contrats avec la société employeur à l'insu de l'employeur. Ouais. Oui. Pas très transparent. Moi, j'avais eu le cas qui est monté jusqu'à la chambre criminelle d'un salarié qui avait monté une société qui s'était interposée entre les fournisseurs de son employeur et son employeur et qui se prenait sa marge sans que l'employeur ne soit informé. Et comme l'activité était en très, très fort développement, l'employeur n'avait pas décelé l'augmentation des coûts des fournitures, parce que finalement, il faisait quand même un chiffre d'affaires qui était en croissance très, très forte. Et donc, ça avait été masqué pendant des années. Il y a eu plusieurs millions d'euros de détournements. Est-ce qu'il y a des questions de la part de notre audience nombreuse et éminente? Vous avez, je vous rappelle, la petite fonction de discussion, vous pouvez cliquer dessus. Il y a aussi questions et réponses, on voit les deux. Il y avait une main levée, je ne sais pas si… Oui, mais elle a disparu, parce que ce n'est pas facile de faire la main levée avec le webinaire, donc ça a disparu, il vaut mieux le faire par écrit. J'ai vu un confrère qui nous a mis aussi un lien, donc je ne sais pas à quoi correspond ce lien. C'est la décision score. C'est la décision, oui. D'accord. Ok, donc vous avez la décision en téléchargement potentiel. A priori, ça n'est pas un lien qui contient un virus, donc vous pouvez cliquer. Et donc, vous l'avez là dans la discussion. Bon, écoutez, si vous n'avez pas de questions à poser à nos intervenants, je vais vous remercier je vais remercier les intervenants pour leur présence et leurs compétences. Et vous redire, pour ceux qui n'étaient pas arrivés tout à l'heure, qu'on se retrouve donc le 20 mai pour parler, 20 mai 8h30, 10h30, pour parler des recommandations de l'Agence française anticorruption. Demain, 14h30, je redonne le bon horaire, l'ACE et la FJE organisent un webinaire avec le sous-directeur du contrôle et la sous-directrice du conseil de l'AFA qui interviendront donc pour expliquer, pour faire part du bilan d'activité de l'AFA. Sujet très intéressant, sachant que vous savez qu'on parle d'une absorption de l'AFA par la HATVP. Alors, ils n'en parleront pas ça parce que c'est plutôt de la compétence du directeur. Bon, ceci étant, on est à si peu de temps avant la fin de la mandature. Je doute qu'une loi passe sur le sujet avant les délais. Donc, à voir. Enfin, ceci étant, est-ce qu'on a besoin d'une loi pour ça? Et puis, si, il faut modifier la loi Sapin 2, donc je pense que c'est impossible. Et puis, je vous redis aussi que tout cela vous sera diffusé, les slides par mail, par l'ordre. Vous avez ça qui va arriver par email. Et vous pourrez réécouter ou visionner sur EtiLive, sur YouTube ou sur la plateforme Ocha, là c'est en audio, et Apple Podcast en audio également. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir, merci.